Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 24e épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Comme vous le savez, je reçois chaque mois un ou une invitée pour nous parler de santé ou de sécurité. Et la semaine dernière, je recevais François Pasquier suite à son accident de travail. Et si je reçois aujourd'hui à nouveau quelqu'un, c'est que nous sommes la semaine du podcaston. Dans tous les cas, vous le savez aussi, chaque lundi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. N'hésitez pas à nous faire également des remarques, des commentaires ou, pourquoi pas, des suggestions sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous allons échanger aujourd'hui avec Serge Georgelin, coprésident de l'association Les Parents d'Hugo, qui œuvre pour aider les cancers pédiatriques. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Serge Georgelin, coparrain avec Claudio Capéo de l'association Les Parents d'Hugo. Bonjour Serge. Bonjour Hugues. Ça va ? Très bien, parfait. Super. Alors, pour commencer, Serge, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors je m'appelle Serge Georgelin. J'habite à Toury, je suis soignant en cellule psy ou cellule Alzheimer, ça c'est mon métier professionnel. Et puis j'ai pour passion le sport. Voilà. Et en même temps, j'ai le bonheur d'être le parrain, effectivement, de l'association Les Parents d'Hugo avec Claudio Capéo. Alors oui, effectivement, l'association Les Parents d'Hugo est une association qui récolte des fonds pour aider la recherche à combattre les cancers touchant les enfants. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Cette association a été créée il y a combien d'années ? Je dirais qu'elle a été créée en 2018, donc elle est assez récente aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, 2018, c'est hier ou avant-hier, on va dire. C'est ça. Pourquoi avoir intégré cette association ? Quelles ont été tes motivations ? Comment t'es arrivé justement à ouvrir la porte de cette association ? Ben tout simplement, quand on fait des épreuves sportives, on recherche des sensations, on recherche un petit peu d'émotion, et on touchait quelques primes sur nos épreuves sportives. Et puis Christine voulait absolument que les primes qu'on touchait soient reversées à une association, et on voulait une association proche des enfants, proche de la maladie, proche de la difficulté. Et on a rencontré comme ça, on a découvert en fait une association qui s'appelait donc Les Parents d'Hugo sur Internet tout simplement. Et leur logo, les 5 doigts de la main, nous tendre cette main d'un enfant, nous a vraiment interpellés parce que c'était vraiment ça qu'on recherchait. On les a contactés, on leur a demandé si on pouvait les représenter sur toutes nos épreuves sportives. Et ils ont accepté, donc on est super heureux aujourd'hui parce que ça donne un sens à ce qu'on fait et ça donne vraiment de l'émotion qu'on partage quand on est sur le bitume. Et ça, c'est juste fantastique en fait. Donc l'association a été créée en 2018 et toi tu as intégré l'association juste au début de sa création ? Non du tout, moi j'ai intégré l'association en 2020. Quand on repartait sur le Paris-Alsace, on cherchait donc l'association, donc on a intégré l'association en 2020 et maintenant on est parrain de l'association depuis 2 ans. Voilà, depuis décembre 2021, d'accord. Si je dis pas de bêtises, on est parrain de l'association. Ouais. Tu parlais de Christine. Christine, c'est ta femme ? Christine, c'est ma femme, c'est ma compagne. Qui t'accompagne aussi. On va rentrer un peu plus dans le détail, dans les défis que tu te lances. Oui, parce que sans Christine, il n'y aurait pas de défi, c'est juste impossible. Il faut avoir les feux verts de tout ce qui nous entoure, en fait. D'accord, on va en parler un peu plus en détail, bien sûr, c'est l'objectif de ce podcast. Alors, je reviens au principal, à ton dernier défi, celui de l'année dernière. Tu t'es lancé un défi, quand je t'ai rencontré la première fois, que tu m'as expliqué ce challenge, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'en ai parlé autour de moi a posteriori, on m'a dit, non, c'est pas possible, tu t'es trompé, Hugues. Non, je t'assure, c'est traverser l'Australie en marche rapide, soit 3865 km en 38 jours. C'était ça, c'était octobre-novembre 2023, non ? Septembre, on est parti le 10 septembre de Sydney, ouais. Comment on peut se lancer un défi comme ça ? Je sais pas. Je sais pas. On se lance des défis comme ça parce que on aime déjà les défis, on aime se mettre dans de sortir de notre zone de confort et
Et en fait, ces défis-là nous servent à ça, en fait. Mais c'est vrai qu'à la base, il faut pas mal d'années d'expérience pour se lancer, pour oser, on va dire, l'audace, parce que pour moi, c'est vraiment audacieux de faire ça. Mais c'est vrai que ça paraît complètement fou, et c'est vrai que l'Australie a été une vraie folie douce, en fait, tout simplement. Douce? Douce, ouais. D'accord. Faudrait m'expliquer ce que t'expliques et ce que tu mets sous douce. Oui. Parce que, je rappelle, 3865 km en 38 jours, bah, grosso modo, c'est 100 km tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc, nous, le but, c'était de tâcher de battre le record du monde, qui est détenu par Patrick Malandin pour l'association Éport Dugo. Bon, sur cette traversée, il y a toujours des imprévus qui arrivent et toujours. Mais c'est ce qui rend en même temps ces défis juste fantastiques. Il faut des imprévus. Et l'imprévu qu'on a eu était en lien avec l'association Les Parents d'Hugo, puisqu'on est rentré véritablement dans la résilience au 7e jour, quand Christine a chuté lourdement et s'est cassé le poignet. Donc le record à cette 7e journée, ce début de 7e journée, nous a totalement échappé. Donc en fait, on a fait la traversée en 41 jours, mais c'est vrai que cet accident a rendu l'épreuve, a rendu ce défi totalement fou, très humain, et c'est ce qu'on aime aujourd'hui, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure quand même? Alors, le départ, la prise de décision de faire ce défi-là, la préparation, et puis parce que faire un défi comme ça se planifie pas à un mois. C'est quoi? C'est 1 an, 2 ans de préparation? 2 ans de préparation. Ouais, c'est ça. Ouais. Tant sur la préparation physique, parce que tu dis, c'est un peu fou. Ouais, non, faut être capable de le faire, parce que tout le monde n'est pas capable de faire 3800 km en 38 jours, c'est pas possible. Je pense que tout le monde est capable de faire, c'est qu'une question d'envie et de préparation. On prépare un marathon comme on prépare une traversée de l'Australie, c'est exactement la même chose, c'est juste dans le temps où ça dure plus longtemps. Mais je pense que n'importe qui est capable de faire ça, en fait. C'est une question d'envie, tout simplement. T'as bien eu des doutes pendant ces 3800 km. Alors, pour être sérieux, sur la préparation que j'avais fait, ça paraît peut-être prétentieux, orgueilleux de dire ça maintenant, parce que c'est tellement plus facile quand on a réalisé le défi. J'étais convaincu à 200% qu'on partirait de Sydney et qu'on arriverait à Perth. J'étais prêt mentalement, j'étais prêt physiquement, l'équipe était prête aussi. Très sincèrement, non, je n'ai jamais eu le mot d'abandon, le mot d'échec. On était à 200% sûr d'y arriver. Aucun doute? Aucun doute. À aucun moment? À aucun moment. Waouh. Ouais, ça paraît waouh comme ça paraît dingue de dire ça, mais à aucun moment j'ai eu un doute. Je savais que ça allait être compliqué, je savais que ça allait parfois même piquer très dur. On a eu tout ça, d'ailleurs. Rien n'a été échappé, mais on n'a jamais douté, en fait, de la réussite de notre aventure, parce qu'on était prêt. Sur les 2 ans de préparation, on avait tout peaufiné, on s'était bien préparé mentalement, physiquement. On avait emmené toute l'équipe avec nous sur toutes les épreuves qui nous a permis d'être prêts le jour J. Donc on n'a jamais douté. Toute l'équipe, c'est quoi l'équipe? C'est combien de personnes? Ah, c'est quoi l'équipe? Donc, pour déjà le défi en lui-même, ça représente une quinzaine de personnes pour... Sur place? Non, au total. Au total, pour réaliser, pour réaliser ce défi, et sur place, 5 personnes, dont moi, quoi. Donc, 4 personnes m'ont accompagné, quoi. Dont ta compagne? Christine, Thierry. Qui était là-bas et qui s'occupait, lui, de la logistique intendance. D'accord, logistique. Nicolas, qui s'occupait aussi, lui, de la logistique et de l'intendance. Et Clément, qui s'occupait de tout ce qui était réseau, film, vidéo, puisque là, maintenant, il bosse sur le film, parce qu'il va bientôt sortir. Donc voilà, 4 personnes pour m'accompagner au quotidien, et ils ont fait un boulot de dingue. Un film qui va s'appeler comment? La Trans-Australia, un défi pour leurs étoiles. On va l'appeler exactement comme le livre, qui sort aussi le 16 mars. Donc la Trans-Australia, un défi pour leurs étoiles. Voilà. Et le film sortira? Le 16 mars. 2024 ? 2024, à l'occasion de la réception avec nos partenaires financiers. D'accord. Voilà. Et il va sortir dans des salles de cinéma? Il va sortir... Ouais, alors ça c'est juste chouette, parce que on avait à cœur que cette aventure prenne une dimension humaine, et là on est invité justement par le cinéma de Montauban-de-Bretagne, donc le 16 mars, et ensuite il va passer au cinéma de Janzé aussi le 10 avril, le 4 et 5 avril aussi, mais là réservé aux écoles.
Donc on est super content, quoi. Voilà, les dates se mettent en place, c'est bien. Tu m'as parlé de l'équipe justement qui t'accompagnait dans ce défi en Australie. T'as pas parlé de la partie médicale. T'as parlé de logistique et la partie médicale, tu l'as gérée comment? Alors la partie médicale, c'est Christine qui s'en occupe. D'accord. Voilà, parce que Christine s'occupe de moi sur l'alimentation et sur tous les soins. Voilà, donc elle est habituée depuis tant d'années avec toutes ces épreuves à me suivre dans mes délires. Je crois que mes délires sont aussi les siens, parce que je crois qu'elle adore aussi sortir de sa zone de confort, donc ça c'est juste bien. Mais c'est vrai que on réalise pas de tels défis sans équipe. On est amateur, donc on est peut-être dans un process d'amateurisme, mais en même temps semi-professionnel, parce que quand vous partez sur ce genre d'épreuve qui est très longue, qui plus est financé par des partenaires privés, il faut une méthode semi-professionnelle pour arriver au bout, quoi. Oui, sinon c'est pas possible. Sinon c'est pas possible. Non. Pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que, alors ce que je vais dire, c'est complètement, faut le mettre entre parenthèses, et l'Australie reste un record du monde le plus court. On va dire qu'il fait que 3865, donc c'est relatif quand je dis ça, parce que c'est long, mais c'est un des records du monde accessible aujourd'hui. Alors je dis bien accessible, la preuve que je l'ai tenté et on l'a échoué, mais voilà, ça reste quand même un des records le plus court du monde à pouvoir battre. Quand tu dis échouer en termes de timing. En termes de timing, bien évidemment. En termes de distance. Ah non, la distance, c'est exactement la même. On a fait 3865 km, mais en 41 jours. Et le record, lui, il est de 38 jours, 12 heures et 58 minutes. Donc, voilà, il y a quand même 2 jours et demi qui nous séparent, quoi. On est en train de parler du résultat. Tu nous dis, oui, Christine a eu un accident. Oui. Au 7e jour. Début du 7e jour. Début du 7e jour. Alors, on va reparler de l'accident, comment il s'est produit, et c'est fou, parce que on fait un focus sur toi. Voilà, toi t'es la personne qui va faire le défi, donc tous les projecteurs sont sur toi, donc on anticipe toute la partie santé, sécurité te concernant, sans forcément se poser la question de l'équipe. Et là, il a fallu un accident d'une personne de l'équipe pour remettre en question le défi. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Alors, c'est quelque chose... c'est assez marrant parce que dans toute la préparation, plus on avançait vers la date et plus moi, je demandais à l'équipe de ne pas faire des choses folles parce qu'on était convaincus qu'il pouvait m'arriver quelque chose et de toute façon, ça faisait partie de l'aventure. Mais en aucun cas, on avait pensé qu'il pourrait arriver quelque chose à quelqu'un du membre de l'équipe, quoi. Et surtout que ça puisse remettre en question le résultat. Bah oui, parce que en fait, si tu veux, c'est Christine qui fait une chute lourdement. On se retrouve 400 km de sa chute pour aller pour que Christine se fasse opérer de son poignet, parce que double fracture quand même, opération. Et c'est Christine qui me soigne. Donc, quand Christine chute, donc on fait focus sur elle, forcément, mais on fait aussi focus sur qui va s'occuper de moi et qui va s'occuper de mes soins. Absolument. Ouais. Et là, les premiers 24 heures, tu passes dans tous les doutes avec des scénarios de dingue, une trentaine de scénarios qui te passent à travers la tête. Et quand bien même, il faut se focaliser sur l'accident de Christine et comment elle va se réparer, comment elle va... enchaîner elle aussi physiquement et mentalement, comment elle va absorber le choc, quoi, parce que c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple. Non. Alors comment il s'est passé cette chute? Tout simplement, on partait tous les matins à 4 heures, donc il faisait un petit bout de chemin avec moi sur des petits relais de 6-8 km avec le van, là, tout simplement, et puis à un moment donné, le van, il s'en va pour faire le plein d'eau, le plein de gasoil. Et le temps que Thierry fasse le plein d'eau, Christine, elle est dans ses papiers, dans ses notes, et puis elle veut remonter dans la cabine. Et puis patatras, elle rate la marche, elle fait un petit vrille sur elle-même parce qu'elle aime bien faire comme ça des petits sauts de cabri. Et puis en retombant, elle s'est fracturé le poignet et puis cassé, quoi, double fracture, quoi. Vraiment, le van à l'arrêt, on remplit le van d'eau et puis la chute arrive, quoi. Donc à ce moment-là, on n'a pas d'autre solution que d'appeler le restant de l'équipe, voilà, pour accompagner Christine à l'hôpital. Le temps que Christine part à l'hôpital, moi je continue ma route avec Thierry parce que on connaît pas le diagnostic, même si on a déjà notre petite idée. Et puis quand le diagnostic tombe que c'est double chute et qu'il faut partir à Ouaga pour faire subir l'opération pour Christine,
Ouais, ben voilà, c'est des imprévus, mais en même temps, quand on est dans le défi de la traversée de l'Australie pour l'association Les Parents d'Hugo, je pense que eux, au quotidien, vivent des imprévus avec leurs enfants qu'il faut amener chaque jour ou toutes les semaines à l'hôpital parce que ça déconne, parce qu'il y a quelque chose d'imprévu et ben il faut y faire face. Et ben là, on est véritablement dans ce qu'on appelle nous la résilience. Et c'est vrai que quand Christine chute, moi je me dis oh là, l'aventure va se terminer. C'est ça. C'est compliqué parce que là vous avez plus de soigneurs, ça c'est un fait, et qu'il faut attendre quand même sa décision parce que c'est la décision de Christine qui est le plus important. Et quand Christine ressort de l'hôpital après son opération, donc Christine est rentrée à l'hôpital de mémoire le matin à 8h, l'opération à 15h30, elle en est ressortie à 18h. Et elle remonte à 18h30 dans le camping-car et elle te regarde avec des yeux bien ouverts. Elle te dit l'aventure s'arrête pas, on retourne au notre point de chute. Mais hors de question d'envoyer un signal aux enfants, premier bobo, première douleur, on arrête. Donc on continue l'aventure. Donc c'était un moment très fort, mais ce qui a permis aussi de souder l'équipe. L'équipe a pris une dimension dingue là avec cette chute et avec un seul mot d'ordre, on ne peut pas arrêter l'aventure et on se doit d'arriver de toute façon à Perth. C'est ça en fait, t'es pris entre effectivement la santé de ta compagne, qui est aussi la personne qui te soigne, et puis l'association derrière, le challenge, enfin tout quoi. Et c'est ça aussi qui pousse peut-être à aller encore un peu plus loin. Ah ben c'est complètement ça. Je pense que même Christine, quand elle a subi et qu'elle s'est culpabilisée parce qu'elle est passée par cette phase-là, elle a culpabilisé parce que déjà elle savait que le record du monde était juste plus possible d'être battu. Mais quand bien même pour elle c'était hors de question d'arrêter parce que derrière il y a les enfants avec un message fort à envoyer, c'est qu'on est dans votre combat. On lâche rien. On lâche rien. Ouais. Imagine-toi dire à un enfant, bon bah voilà, t'as le cancer, il t'arrive un imprévu, ben il faut arrêter le combat. Eux non, ils se battent à la vie et à la mort. Et nous c'était pas notre cas. Donc le message qu'on avait en tous les cas, c'était de rester dans le combat et d'y être quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, le record aurait été battu? J'adore cette question. Alors, je suppose, ouais, je dois pas être le premier à te l'avoir posé, mais voilà, c'est quoi ta réponse? Alors ma réponse, elle est claire. Hein. Moi, j'ai ma petite idée. Maintenant, pour rien, vraiment pour rien au monde, je voudrais changer un poil du scénario parce que. Et Christine non plus. Et Christine non plus. D'accord. Et je vais t'avouer quelque chose sur les 2 ans de préparation. Je n'avais pas intégré. Alors je savais que Christine était prête à 200%. Je savais que c'était un défi qui lui plaisait, mais j'avais pas pensé qu'en fait ce défi était autant le sien que le mien. Je pensais pas qu'elle l'avait intégré comme moi je l'avais intégré. Et quand elle a chuté, puis quand elle a dit qu'on repartait, j'ai vu à quel point en fait c'était aussi son défi et qu'elle était là aussi pour cette cause, pour l'association Les Parents d'Hugo. Donc en aucun cas je voudrais changer un poil du scénario qui est vraiment en relation avec ce que peuvent vivre les enfants de cette assoce en fait. Donc est-ce qu'on aurait battu le record du monde ou pas, sincèrement je m'en fous et ça reste complètement anecdotique, mais notre histoire elle est belle quoi, elle est vraiment belle. Ouais, c'est une belle aventure, collective en plus. Oui, tout à fait. Et financièrement, ça change quelque chose pour l'association ou pas? Pas du tout, ça change rien, même pour les partenaires financiers, déjà pour eux, c'est un petit peu ce que tu disais au début, quand on leur a dit qu'on allait faire la traversée d'Est en Ouest, 3865, ils nous ont accompagnés, mais ils y croyaient pas. Donc le fait qu'on a réalisé cet exploit, parce que ça reste quand même un exploit, aujourd'hui personne me parle du record en fait, il me parle juste du retour d'expérience et puis de cette fabuleuse histoire en fait, tout simplement. Et comment se fait la communication de cet événement-là auprès des enfants? Ça reste un petit peu un domaine un peu compliqué. Même si les enfants qui se battent tous les jours par rapport à ça te donnent beaucoup d'énergie, savent que ce que tu fais, c'est pour les mettre en lumière, pour parler de leur combat au quotidien, pour parler de ce cancer pédiatrique que personne ne parle, en fait, parce que personne n'ose le parler, parce que c'est des sujets quand même qui sont douloureux et puis qui restent un peu tabous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le partage avec les écoles et
Déjà, on est surpris déjà que peu de personnes connaissent Septembre en Or. Déjà, on est un peu surpris, mais en même temps, il y a des années en arrière, on le connaissait pas plus que ça. Mais c'est vrai que quand on discute de la maladie avec les enfants qui sont pas touchés par ça, eux sont sensibles, mais on voit bien que discuter avec eux de cette maladie, il n'y a aucun problème, ils te posent énormément de questions. Par contre, dès qu'on est entouré d'adultes, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Comment se portent aujourd'hui justement les cancers pédiatriques? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y en a moins? Malheureusement, on va dire que c'est stable. Ça reste stable. Ça reste stable. Quel est le cancer le plus fréquent chez l'enfant? C'est l'euroblastome. C'est le cancer le plus fréquent. Il touche un petit peu la colonne vertébrale et puis. D'accord. Voilà. Donc j'aurais pensé à la leucémie, moi, non? Ouais, il y a la leucémie aussi, mais beaucoup d'enfants pédiatriques ont vraiment un neuroblastome. Ouais, c'est ce qui ressort le plus. Ouais. Alors après, moi, je suis pas non plus un spécialiste, mais c'est celui-là qui ressort le plus. Ouais. Et l'association, elle est jeune, hein, tu m'as dit 2018, la création. Qu'est-ce qu'elle a pu apporter justement de par ses actions? Justement, c'est vraiment ce qui nous a plu. Nous, l'association, en fait, à la porte des rêves et puis une soupape, on va dire, de relâchement, mais à toute la famille, quoi. Et puis aux frères et aux sœurs. Donc, à la porte des séjours, à la porte des concerts, à la porte des joies, à la porte des cadeaux aussi dans les hôpitaux, tous les enfants qui sont encore là-bas. Donc, à la porte véritablement un aspect psychologique et un accompagnement dans la maladie et accompagne les familles, puis les frères et les sœurs qui sont toujours laissés de côté finalement, parce que on parle beaucoup de l'enfant malade, ce qui est bien normal, mais c'est vrai que familialement il y a des répercussions juste énormes, quoi. Ça apporte des dégâts juste dingues, quoi. Ouais, dans la famille c'est terrible. Ouais, dans la famille c'est terrible, ouais. Alors on est dans le podcast Sauvons nos vies qui aborde donc la santé et la sécurité au quotidien. Comment se prépare? Parce que là on a parlé un petit peu du déroulé du défi. Comment ça se prépare? Tu m'as dit 2 ans avant, tant sur le plan logistique, organisationnel, médical, physique. Pour toi c'est un travail quasiment quotidien. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un aspect physique et il y a un aspect où là on aborde véritablement la sécurité, on va dire. C'est qu'il faut être bien entouré. Donc nous, dans notre cercle proche, pour amener ça un petit peu du côté professionnel, on a abordé tout le thème du mental. Voilà, comment travailler sur le mental, comment travailler aussi sur le corps. Donc là, on s'est fait accompagner par une hypnothérapeute pour travailler en hypnose le mental. Après, on s'est fait suivre par Coralie Vaugeois dans la matière d'alimentation diététique. Docteur Maître sur Rennes pour s'occuper un petit peu de tous les problèmes articulaires, physiques. On avait aussi un chiropracteur. Donc on s'est on a mis en place quelque chose de véritablement professionnel. Christine a aussi fait une formation avec Marie, notre kiné, sur tout ce qui était TEP, comment soigner tout ce qui était tendon, tendinite, parce que c'est là que ça se joue. Donc on a été accompagné par une équipe médicale, on va dire surtout sur les 7-8 mois avant l'épreuve. Et toi, 7-8 mois avant l'épreuve, c'est un engagement et un investissement de temps quotidien? Oui, quotidien, parce que moi, c'est déjà 32 km jour, déjà, pour me préparer physiquement, déjà. Avant de partir, c'était 32 km tous les jours? Ouais, c'était 32 km tous les jours. J'allais au travail en marchant ou en courant, et je rentrais en marchant en courant, donc c'est 32 km jour. Ensuite, il faut travailler, parce que le sport, ça, c'est pas notre métier, donc il faut travailler, il faut être présent aussi sur tous les réunions de préparation, les rendez-vous médicalisés. Enfin bon, bref, c'est un engagement au quotidien. On va dire que c'est en tous les cas 7 heures tous les jours, quoi. Voilà. Et comment t'arrives à concilier la vie perso et la vie et la vie pro et puis cet engagement-là? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir tous les feux verts, et souvent j'appelle Christine mon fusible parce que mais si j'ai pas l'accord de Christine, c'est juste impossible, parce que ça prend énormément de temps. C'est ce que je disais, c'est 6-7 heures tous les jours. Donc si j'ai pas le feu vert de Christine, c'est juste pas possible, quoi, parce qu'on emmène familialement, on emmène tout le monde avec nous, c'est clair. Il n'y a pas le choix. Ouais, faut que tout le monde soit
coordonné, volontaire et engagé, quoi. Voilà, il faut que tout le monde s'engage, il faut que les planètes soient bien alignées, et il faut l'accord de tout le monde. Ouais. C'est pas une décision personnelle. Ah non, du tout. Moi, cette décision-là, comme je disais, elle a été prise le 1er juillet 2021. À 9h le matin au petit-déj, j'ai dit à Christine, tiens, est-ce que la traversée de l'Australie, ça te tente? Et voilà, donc non, c'est un engagement familial. On peut pas se lancer sur des défis seuls comme ça. C'est pas jouable. C'est pas jouable, non. Et donc le défi s'est terminé fin octobre, début novembre? 21 octobre. 21 octobre, 17h30 au phare de Fremantle. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors c'est compliqué, parce que déjà le matin, quand vous partez à 4h pour votre dernière journée, ça va être fort. Ouais, c'est très très compliqué. J'imaginais ça beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et en fait, compliqué parce que c'est la dernière journée, compliqué parce que le défi va s'arrêter, compliqué parce que quand vous allez arriver au phare de Fremantle, la famille d'Hugo sera là. Compliqué parce que c'est 2 ans d'efforts. Compliqué parce que vous réalisez que vous allez réussir ce défi complètement dingue et vous étiez peu de gens à y croire. Ouais, compliqué parce que c'est beaucoup d'émotions, quoi. Et j'avais besoin de en tout cas cette dernière journée, puis j'avais besoin de me renfermer sur les 20 derniers kilomètres dans ma bulle, d'être seul parce que il fallait rester concentré en termes de sécurité, parce que dernière journée, 95 kilomètres sur la route, voilà, avec une densité de dingue entre voitures et camions. La fatigue était là, les pieds, on a du mal à les soulever parce que le corps est fatigué. Donc il fallait rester lucide, il fallait rester dans sa concentration, dans sa bulle pour que rien n'arrive, parce que si vous sortez de votre concentration, c'est là que toutes les conneries arrivent. C'est ça. Donc d'une dernière journée, très très compliqué, sur le plan physique, mental, c'est compliqué. Émotionnel, tout, quoi. Ouais, émotionnel, vous avez l'impression que tout part à volo. Vous êtes concentré pendant 41 jours, 10 heures sur 12 heures ou 13 heures que vous passez sur le bitume parce que c'est pas facile, parce que le bitume est compliqué, c'est des gros cailloux, parce que la densité est juste énorme, parce que l'Australie c'est très hostile, c'est très compliqué. Et il faut rester concentré, donc vous ne pouvez rentrer que dans l'émotion, que dans les 10 derniers kilomètres, quoi. Il y a que à ce moment-là que vous pensez que vous pouvez terminer l'épreuve, mais je dirais que c'est jusqu'au bout, c'est compliqué, c'est pas simple. Et sur une journée de 100 km à peu près, c'est quoi le mix entre la marche rapide et la course? Alors, moi j'avais fait toute ma préparation sur, on va dire, 60% de marche et 40% de course. Et en fait, quand vous arrivez en Australie, c'est juste plus possible, parce que vous apercevez parce qu'en fait, quand vous marchez, vous caressez le sol avec vos pieds, et quand vous courez, comme tout le monde le sait, vous êtes un petit peu surélevé. Malheureusement, le bitume est très très abrasif là-bas, il est très 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 gros, et moi j'ai chuté 2 fois lourdement parce que en fait, en caressant le pied et le sol avec mes pieds, je tapais dans les grosses aspérités et puis je tombais, quoi. Donc du coup, on a inversé les choses, on a trottiné à 70% et on a marché à 30%. Voilà. Donc c'était un peu ça, quoi. Donc il fallait, c'est encore un problème d'adaptation, donc on s'est adapté. Mais et qui plus est, j'ai marché 2 jours à suivre non-stop, et en 2 jours j'ai cramé une paire de chaussures tellement le sol il est abrasif, ouais. Et j'avais que 6 paires de chaussures qu'on a utilisées. Donc en 2 jours vous prenez une paire de chaussures, vous dites là, les 38 jours sont pas faits, quoi. On va pas finir en chaussettes, quoi. Donc voilà, donc on s'est beaucoup adapté et on a beaucoup trottiné, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, donc avec quelques mois de recul, au niveau de ta santé, est-ce que tu as, après coup, ressenti certaines choses, certaines sensations, peut-être des douleurs a posteriori, des gènes, tu parlais de tendinite, comment tu vas? Alors comment je vais? Je vais bien. Déjà, à la fin du défi, j'avais dit à Christine qu'en Australie, je parle bien en Australie, j'avais atteint ma capacité mentale. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Mentalement, j'étais un peu détruit, mais je vais dire comme ça. Quand même. En revanche, physiquement, à 200% sûr que la machine, mon corps humain, notre corps humain, peut m'emmener beaucoup plus loin. Que les 3800 km? Ouais. Mon corps, il s'était adapté, il avait trouvé des solutions qu'on avait trouvées ensemble, mais il avait trouvé des solutions.
Et je pense vraiment que mon corps peut aller beaucoup plus loin. Alors maintenant, comment je vais ? Je vais bien. J'ai repris semaine dernière tranquillement. Voilà, j'ai fait qu'une petite sortie. Au niveau des tendons, ça va bien. Au niveau du mental, il n'est pas encore revenu. J'ai du mal à retrouver l'envie d'aller sur le bitume. Ça va revenir, hein, mais je pense qu'il faut laisser l'envie. Et j'ai pas de bobo qui va me dire aujourd'hui que ça va mal se passer demain. Donc je pense que le corps va bien. Il faut maintenant se reconstruire mentalement, même si on est dans les futurs projets. Mais j'ai pas retrouvé le feu sacré que j'avais, quoi. Voilà, ça va revenir. T'as quel âge, Serge ? Je vais avoir 56 ans cette année. Ouais, et je suis en pleine force de l'âge et je me sens mais véritablement super bien. Bravo. C'est juste incroyable. C'est bien, j'en profite. Et tu te projettes, parce que tu commences à mettre un doigt sur le futur, sur les prochains projets, les prochains défis. Je pense que, voilà, même si tu digères en ce moment l'après-Australie, mais voilà, je pense que tu dois déjà un peu regarder un peu plus loin. Tu penses continuer ce genre de choses combien d'années ? Je pense que j'ai un dernier défi en tête. Y en a un qui se met en place, mais je pense que j'ai un gros dernier défi en tête et je pense que ça sera mon dernier parce que tu voudrais terminer par celui-là ? Ouais, je pense que je voudrais terminer par celui-là. Tu veux en parler ou pas ? Non. Non, parce que ça reste dans ma tête et puis c'est pas encore décidé et puis je préfère la garder pour la primeur à mes partenaires et puis à l'association Parents du Go. Il y en a un par contre qui se met en place là septembre prochain. Parce que il y a 3 thèmes qui m'intéressent. On est déjà dans l'année olympique, hein. Ne l'oublions pas. Hein. C'est vrai. Cette année, moi, elle me fait vraiment vibrer parce qu'on est dedans. Et septembre, on va repartir pour un autre petit challenge qui va durer 30 jours, 2300, 2400 km, mais en autonomie au quotidien, parce que je vais tracter ce dont je vais avoir besoin. On partira de Ligny, on fera un tour de Bretagne, un tour de Meuse. Bien évidemment pour l'association Les Parents du Go, mais avec des créneaux qui me sont chers et importants. On va parler de l'importance de la pratique du sport, on va parler de la non-sédentarité et bien évidemment du cancer pédiatrique. On est en train de mettre en place, là, avec le professeur Carré, cardiologue de Rennes, là, en médecine du sport, une conférence début septembre pour parler de ces 3 créneaux-là, voilà, parce que ça nous paraît important. Et sur notre circuit, on veut absolument amener avec nous un certain nombre d'écoles pour faire quelques kilomètres avec les enfants. Cette année, il faut en profiter, je dirais, pour parler de la pratique du sport, pour parler de la santé. Et la santé, un domaine qui t'est fort à toi, c'est moi j'assimile santé, sécurité. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 ans, les enfants faisaient un 600 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, les enfants font un 600 mètres en 4 minutes. Ça veut dire qu'ils ont perdu 25% de leur cardio. Wow. Ah ouais. On est dans ce qu'appelle le professeur Carré dans l'addiction de la chaise. Voilà, on me fait souvent sourire quand on parle, mais t'es addict du sport. Lui, non, moi je suis pas addict du sport, je suis addict du partage, des voyages, des émotions. Ouais. Par contre, il faut parler de l'addiction de la chaise qui est un fléau. Hein. Donc voilà, donc on est dans cette année-là et on veut emmener les enfants à pratiquer du sport, à communiquer. Voilà, on a du mal avec les parents, il faut sensibiliser les jeunes. Voilà. Très bien. Je voulais te poser la question, quand tu pars dans des défis comme ça, est-ce qu'il y a un objet pour toi qui est le plus révélateur en santé-sécurité quand tu pars faire ces défis-là ? Et si oui, lequel ? Ouais, moi j'ai... pour ma sécurité à moi, et je sais que je n'aurai pas de problème, c'est ma paire de chaussures. Voilà, c'est juste dingue. J'ai une paire de chaussures, on va pas citer de marque, mais... Quand je la mets, je sais que mes pieds ne seront pas abîmés. Et... Tu vas même un peu plus loin, tu vas jusqu'à la paire de chaussettes. Oui. Moi, j'ai un vrai mariage. Alors, ma sécurité, d'abord, c'est le pot d'eau. 3 semaines avant chaque épreuve, ça, c'est le pot d'eau, c'est la préparation de mes pieds. Ouais. Ça, c'est le process, c'est la méthodologie que je mets en place depuis 20 ans. C'est le pot d'eau, 3 semaines de préparation, de crème, de produits, voilà, pour bien préparer les pieds. Et ensuite, j'ai ma paire de chaussures et ma paire de chaussettes. Et c'est un mariage parfait depuis un certain nombre d'années.
Et dans mes débuts sportifs, si je blessais au pied, si je faisais 10 ampoules par pied, parce que c'était ça, hein, véritablement 10 ampoules par pied sur nos épreuves, parce que c'était toujours des grandes épreuves. Aujourd'hui, je ne blesse plus du tout, voilà. Donc il y a pas de secret. Sur la Trans-Australia, 3865 km, une ampoule. Waouh. Et une ampoule qui m'a absolument pas gêné, donc c'est juste top. Donc la préparation est bonne. Donc en termes de sécurité, quand on parle de la sécurité, de l'intégration physique, on fait rien n'importe quoi. Il faut que tout soit prêt, il faut que tout est bien en main, bien ficelé. Et on le fait pas seul, hein. On s'entoure de professionnels. Voilà. Alors comment va l'association Les Parents d'Hugo aujourd'hui ? Va bien, voilà, elle va bien. L'association Les Parents d'Hugo va bien. Elle rentre dans cette début d'année 2024, donc où là, voilà, c'est le début des adhésions pour elle, en tous les cas, pour avoir un certain nombre de membres. Je dirais qu'elle va bien, elle rencontre quelques difficultés parce que 2018-2023, voilà, on est à peu près dans les 6 ans de l'existence où Frédéric Adeline, surtout Frédéric, a laissé beaucoup de son côté professionnel à côté parce que Hugo a 6 ans aujourd'hui. Donc ils ont été quand même pendant 6 ans dans la maladie. Donc ça, et comment il va Hugo aujourd'hui ? Hugo va bien. Il a mars 2023, il a pu mettre le mot de la guérison sur son cancer. Donc Hugo va super bien aujourd'hui. Mais maintenant c'est vrai. Maintenant c'est d'essayer de rentrer dans le domaine professionnel aussi pour eux, pour l'association, parce que il va falloir que Frédéric retrouve un emploi, se remette socialement en marche et professionnellement aussi. Donc elle va bien, mais il va falloir maintenant trouver des relais. Des relais, je pense. Ouais. Je pense qu'ils en ont besoin. C'est ça. Ouais. Trouver des mécènes aussi, parce que c'est une association qui a un budget de 70 000 € à l'année, c'est à peu près ça pour arriver à leur objectif final. Donc il va falloir trouver des relais qui s'étoffent un peu, quoi. Mais elle va bien. Et le monde médical, il est optimiste sur les cancers des plus jeunes ou comme tu dis, ça stagne? Il est sur le cancer chez les adultes, on voit bien, ça baisse, hein, ouais. On voit bien que les avancées, mais en fait, chez le cancer pédiatrique, qui est lié surtout à l'environnement, voilà, donc c'est très lié à l'environnement, donc c'est des sujets, hein, c'est des vrais tabous. Quel critère environnemental peut amener ça ? Je sais pas, moi je suis pas un grand professionnel, Hugues, mais c'est vrai que tout ce qui est traitement, choses comme ça, on voit bien que ça apporte des difficultés, hein, dans la maladie. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment ce qui en ressort aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a pas de recherche, il y a pas tellement d'investissement. Ils sont toujours dans les 5000 cas par an, avec toujours le même nombre de décès par an. Donc il y a. C'est combien de décès par an en France ? C'est 2000 décès par an. Sur 5000 ? Sur 5000. Ouais. Donc c'est juste énorme. Hein. Donc c'est terrible. On voit bien que la recherche est en panne et on voit bien que le monde de la santé ne prend pas ça à bras le corps, quoi. Voilà. Ok. C'est quand même la plus grande cause de mortalité chez l'enfant aujourd'hui, hein, le cancer pédiatrique. Hein. Ouais. 5000 cas par an, c'est pas rien. Alors je suis auditeur, j'écoute ce podcast. Comment je peux aider l'association ? Tout simplement, vous allez sur leur site, vous adhérez. Les Parents d'Hugo. Hein, vous allez le trouver. Et puis, si ça vous intéresse, vous prenez une adhésion. Hein, je crois que l'adhésion en couple, c'est 15 €. Donc, c'est pas des grandes sommes, mais voilà, ne serait-ce que de prendre une adhésion, d'être sensibilisé, ça peut les aider. On parle beaucoup des pièges jaunes. Ouais, on parle beaucoup des pièges jaunes. Ça n'est pas que la partie cancer. Non. Voilà, c'est la maladie chez l'enfant, l'hospitalisation chez l'enfant. Tout à fait. Donc ça se rejoint aussi. Ça se rejoint aussi. Alors que les Parents d'Hugo, c'est vraiment axé sur l'accompagnement et l'aide pour les enfants et les cancers pédiatriques. Ah, complètement. C'est vraiment axé sur ça, ouais. Ah, ouais. Quelle est, depuis ces années où effectivement tu travailles et tu œuvres avec eux, ta plus grande satisfaction ? Ma plus grande satisfaction, c'est de voir tout simplement que c'est quand même une association qui évolue avec toutes ces difficultés, tout ce qu'elle dégage de positivité envers les enfants, comme je disais, on parlait de résilience tout à l'heure. Donc elle reste dans le combat 6 ans après. Et moi je suis assez content parce que c'est des gens qui ont créé une association suite à la maladie de leurs enfants. Bah oui. Hugo est guéri, il pourrait se dire Hugo est guéri, tout s'arrête, on passe à autre chose. Et non. Je pense que t'es changé. En tant que parent, il t'arrive un événement pareil, et puis ton enfant guérit,
tu peux pas dire bon bah ça y est, c'est fini, c'est pas possible, je pense. Ouais, je pense que c'est pas possible, mais quand je vois toute l'énergie qu'elle développe, qu'elle demande aussi, et puis qui reste dans le combat pour toutes ses familles, parce que c'est à peu près 100 familles sur toute la France, quoi. Et non, il lâche rien, quoi. Donc nous, on se dit, on s'est pas trompé en tous les cas. Ouais. On s'est pas trompé d'association, et puis on a à cœur de les accompagner encore quelques années, quoi. Mais ouais, on est satisfait du boulot qu'ils font, ouais. Alors, je vais aller aussi sur l'inverse. C'est quoi ta plus grande frustration ou ton souhait aujourd'hui ? Bah, mon souhait, c'est de continuer de les accompagner. Ça, c'est sûr. Après, en termes de frustration, moi, je suis pas un frustré. Non, ça se voit. Ouais. Non, moi, je suis pas un frustré, donc je suis toujours positif. Et ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui était derrière moi, et c'est plus ce qu'on a fait, c'est surtout ce qu'on va faire devant. Donc, je suis jamais dans la frustration, en fait. Je suis toujours dans l'action, dans le mouvement, et c'est là-dedans qu'il faut être. Voilà, j'ai plus de place à la frustration, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être devant et d'apporter de l'énergie et du bonheur, en fait. C'est d'utiliser ton énergie et ta force à autre chose que ça. C'est exactement ça. Ouais, rester dans le combat en disant que et rendre l'impossible possible, en fait. Voilà, c'est de se battre au quotidien. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est en se battant au quotidien qu'on arrive à notre objectif. Tout simplement, faut pas baisser les bras. C'est ça, c'est du quotidien. C'est chaque jour, une petite marche, plus une petite marche. Ah, ça se nourrit, ça se nourrit au quotidien. Si au quotidien vous dites ça va pas, ben non, ça va pas aller. Ça n'ira jamais. Au quotidien, vous dites que ça va aller, vous franchissez les montagnes et il faut se battre. Mais il faut se battre à plusieurs parce que seul on fait rien. Il faut se battre à plusieurs, faut y croire. Et on a des belles perspectives devant nous. Ouais. Tout seul, on n'est rien, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'équipe qui fait qu'on arrive à ce genre de défi. Ah ben j'ai toujours dit, moi je peux pas dissocier de la tête que je suis à l'équipe. On est une équipe, et ça fait 30 ans que je suis sur le bitume, mais ça fait 30 ans qu'on est une équipe, et je n'aurais jamais rien fait tout seul. C'est juste impossible. Mais la vie, elle est faite comme ça. La vie, c'est ça. C'est ça. Elle est de partage, elle est de rencontre, et ce qu'on réussit, c'est jamais seul. On le réussit forcément avec des rencontres, bien avec sûr. Du partage. C'est certain. On arrive presque au terme de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder, dont tu voudrais parler, un sujet, ou une remarque, ou tout simplement une communication par rapport à l'association ? Ouais, déjà, alors moi j'engage les gens aujourd'hui à sortir si on peut, bien évidemment, mais j'engage les gens à sortir de chez eux, à regarder ce qui se fait autour de chez nous, de s'intéresser à toutes ces associations-là, qu'ils soient dans le domaine de la santé, qu'ils soient dans le domaine du sport, qu'ils soient dans le domaine de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, on vient de quitter un épisode douloureux là pendant 2 ans, et je crois qu'aujourd'hui l'important c'est de s'ouvrir aux autres, en fait, et puis de partager, et puis de pas avoir peur de s'engager. C'est surtout ça, en fait. Il faut qu'on s'engage tous qu'on en est à s'aider les uns les autres, à participer pour que des bonnes actions, et il y en a plein des bonnes actions, tous les jours il y a des bonnes actions. Donc effectivement, moi j'invite tout le monde à sortir et à s'engager sur quelque chose, quoi. Il faut se passionner, nos enfants ont besoin de ça, il faut qu'on leur apporte des repères, il faut qu'on les accompagne, mais il faut qu'on reste dans le positif, parce que tout simplement la vie elle est belle, et puis qu'il faut la vivre, et mais voilà, sortez de chez vous, faites du sport, arrêtez cette sédentarité. C'est ça, tu refais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais on est dans le domaine de la santé. Levons-nous de notre siège et puis allons voir un petit peu ce qui se passe dehors. Mais tout à fait, et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à sortir, à communiquer, à partager, c'est juste fantastique, quoi. Mais restons en mouvement, quoi, et allons vers les autres, c'est juste important. Mais écoute, j'espère que ce podcast Sauvons nos vies apportera encore un peu plus de visibilité, effectivement, à l'association Les Parents d'Hugo et tout ce qu'elle fait pour cette thématique. Je voulais te féliciter, te dire bravo vraiment pour ton implication, ton énergie et tout le travail que tu fais pour cette cause. Bravo. Oui, merci. Mais sincèrement, bravo, chapeau aussi, parce que tout le monde est capable de le faire, je pense pas, mais bon, bref, ça c'est ton point de vue, je te donne le mien. On arrive donc au terme de cet échange.
Merci beaucoup Serge de l'avoir accepté. Merci Hugues de ton invitation. Ah non, mais c'était sincère pour moi. Hyper intéressant. Merci. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Toi aussi. Bonne journée à toi. Merci Hugues. À très bientôt. Ciao. Ciao. Et je suis maintenant donc avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Donc tu es la compagne de Serge. Merci d'avoir accepté de parler quelques minutes parce que je t'ai un peu forcé la main, hein, je l'avoue. Je voudrais avoir ton retour par rapport à l'accident que tu as eu. L'accident du poignet. Donc je te posais la question, comment va ton poignet? Comment tu vas toi? Écoute, j'ai pas trop mal récupéré jusqu'à maintenant grâce à de très très bons soins de kiné. J'ai donc été opérée, ce qui suppose du matériel qu'on va retirer très certainement dans les prochains mois. Voilà. Et comment s'est produit cet accident-là? Eh bien, assez bêtement, comme tout accident. On se levait assez tôt le matin, donc on faisait régulièrement le plein du véhicule, plein d'eau, plein d'essence. Donc tout était terminé. Il faisait évidemment nuit puisqu'il était encore 4h ou 4h30 du matin. Je crois que de mémoire, on était sur un grand parking qui était en partie éclairé et tout bêtement, j'ai pas allumé ma lampe frontale. Donc, par habitude, pour remonter dans le véhicule, comme on fait tous, voilà, on met le pied sur une marche, on s'accroche plus ou moins à une poignée. Donc, c'était un petit van où tout était inversé à l'intérieur, puisque en Australie, le volant est à droite, le passager est à gauche. Et je pense que par habitude, parce qu'on n'est pas forcément concentré sur... Enfin, c'est pas qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, mais voilà, à cause d'habitudes qu'on acquiert depuis une bonne trentaine d'années en France. Voilà, donc je m'accroche avec la poignée du côté gauche, je pose mon pied gauche sur une marche et j'ai cherché tout bêtement la marche droite qui n'existait pas. Donc, le pied dans le vide a entraîné, en fait, j'ai lâché la poignée du côté gauche, donc je me suis retrouvée vraiment sans appui. Et voilà, ensuite, c'est la chute au sol et avec les conséquences qu'on sait. Sur le bitume? Oui, c'était pas tout à fait du bitume, c'était de mémoire plutôt des graviers, parce que quand je me suis relevée, j'ai vu que j'avais plus ou moins déchiré le fuseau de sport, donc c'était en fait des pierres, des petits cailloux, enfin voilà. Mais j'avais plus mal en fait sur ma jambe sur laquelle j'étais retombée. Le poignet, j'avais vaguement mal, mais je supposais que c'était juste une entorse. Ah ouais. Il a fallu quelques heures ou quelques minutes pour que tu... Non, quelques minutes quand même. Donc je suis remontée dans le van, on est reparti avec Thierry, donc qui lui le conduisait. Lui a continué à me parler en disant écoute, maintenant on va aller faire le plein d'essence. Voilà, j'avais un peu de mal à lui répondre parce que je commençais à avoir des petites étoiles. Je commençais un peu à avoir envie de vomir, donc à cause de la douleur qui commençait à monter en puissance. Et puis donc je suis allée pour régler le plein de gasoil. Et j'en ai profité pour remonter un petit peu la manche au niveau de mon poignet. Et c'est là où j'ai vu la déformation du poignet, où j'ai compris que c'était pas une simple entorse. D'accord. Voilà. Et là après, hôpital. Et après, eh bien voilà, on a rejoint Serge pour lui annoncer la nouvelle. Avec Thierry, rapidement, on a bloqué mon poignet dans un gros livre cartonné pour essayer en tout cas, déjà pour pas qu'il y ait de déplacement supplémentaire. Moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Et puis voilà, on a rejoint Serge. Et là, moi, dans ma tête, je me disais, bon, allez, on va aller à la prochaine ville, on va attendre un petit peu. Mais Serge a décrété tout de suite qu'il fallait très rapidement avoir un avis médical, quoi. Ne pas... Ouais, ouais. Et là maintenant, le poignet va mieux? Le poignet va mieux, voilà. J'ai repris doucement le travail. Bon, il se trouve que moi, j'ai beaucoup besoin de mes mains pour travailler, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'ai envie de dire que ça, c'est secondaire, quoi. C'est de la mécanique, et la mécanique, ça se répare toujours. Et sur le coup, tu t'en es voulu d'être tombé? Parce que tu as certainement pensé, en allant à l'hôpital, de se dire c'est fini, on va peut-être tout arrêter, quoi, non? Oui, ça très, très rapidement. En termes de culpabilité, ça devait être terrible, non? Oui. C'est pour ça que très vite, je me suis dit...
Je me suis d'abord dit, c'est pas cassé, ce n'est qu'une entorse. Voilà, très rapidement. Mais quand rapidement tu t'es dit, c'est pas une entorse, là tu t'es dit, c'est plus du tout le même scénario, quoi. Oh, oui. Là, je m'en suis tout de suite voulu et je pense qu'il y a quand même une espèce de déni tout de suite qui se met en place parce que même si je savais que c'était cassé, je me disais, on va continuer, on verra après. Là, on continue. D'accord. Et c'est comme on est une équipe, donc après tout le monde, oui, c'est ça. Ouais. Tout le monde après donne son point de vue et très vite, j'ai réalisé que c'était forcément compliqué de continuer avec une fracture comme ça qu'on laisse en plan, quoi. Et t'as pu réussir après à gérer la partie soins malgré cette fracture? Ça a dû être compliqué. Ça a été compliqué, on va dire le premier jour. Peut-être le premier jour, très rapidement, on trouve des marques, on utilise son coude, on utilise, et on se fait aider aussi. Encore une fois, on est une équipe, donc on se fait aider aussi par les autres personnes de l'équipe. Puis très vite, je pense que j'ai trouvé comment parer au problème, quoi. Puis voilà, et puis on continue, quoi. C'est tout. Alors les prochains vannes, attention, quoi. Je pense que je ferai... Ouais, non, c'est vrai. Je pense que je ferai plus attention à ce genre de petits... Comme tu disais, les habitudes, la nuit, un petit peu pressé à monter dans le van, et puis... Il n'y a pas eu de précipitation après. Forcément. Non, j'ai un petit peu après retracé tout ce qui... Pourquoi ça s'était produit. En fait, il y avait ni stress, ni rien. C'est que... La nuit, l'habitude. C'est juste ça. Et puis après, de toute façon, les choses, je pense, devaient arriver. Et d'imaginer une marche qui n'existait pas. Voilà. C'est ça. Un peu comme un escalier, comme tu me le disais. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même principe. On cherche une marche, il n'y a pas d'appui, et après, c'est terminé, on ne maîtrise plus rien. Merci Christine d'avoir participé à cet enregistrement. Je te souhaite une bonne santé et puis que ton poignet redevienne comme il était avant. Eh bien, merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Au revoir Hugues. Nous arrivons au terme de cette interview, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez ne rien rater de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr en cliquant sur le bouton de vos applications. Ou alors si vous avez également des questions ou des remarques, écrivez-nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai du facteur humain avec une histoire aussi passionnante que terrible. À lundi prochain, je vous souhaite une excellente semaine, à très vite. Et en attendant, sauvons nos vies.